Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. 2 marches du Rhin auront lieu cette année. Alors, pour nous en parler, je reçois M. Normand Lemieux, infirmier ressources pour les dons d'organes pour l'Abitibi-Témiscamingue. M. Lemieux, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Lemieux. C'est toujours très intéressant et surtout très important. Et voilà, l'important, c'est là. L'important, c'est là. Et une question qui m'a été soumise juste avant qu'on rentre en ondes, et je trouve qu'elle est importante aussi. On parle de groupe sanguin. Recevoir un organe, est-ce qu'il faut avoir le même groupe sanguin que le donneur? Oui, c'est primordial. C'est la compatibilité sanguine qui fait qu'on peut recevoir un organe d'une autre personne. Donc, on doit du moins être le groupe sanguin pareil ou universel. Ou un universel. Un AB pour recevoir d'un A ou d'un B. OK. Mais il y a beaucoup de calculs au niveau des tissus et tout qui fait que des fois, ça peut changer, mais en général, c'est le groupe sanguin qui compte le plus. Donc, c'est impossible si on n'a pas le même groupe sanguin. C'est qu'il va y avoir des rejets automatiques de l'organe. C'est ça qui était le groupe sanguin fait en sorte qu'on peut marier les deux, mais c'est ça qui était mon autre question. Il se passe quoi si jamais ce n'est pas malheureusement, il y a du rejet à ce moment-là? Bon. Le 9 mars dernier, lors de la Journée mondiale du Rhin, vous avez invité la population pour 2 marches du Rhin. Moi, si je vous demandais où auront lieu ces 2 marches-là? Une va avoir lieu à Rouen le 27 de mai à la Maison du Moulin. Le départ se fait là. Okay. Donc, les gens se rassemblent et on fait une marche d'à peu près de 5 km autour du lac Ossisco à Rouen. Mm-hmm. Et à Val-d'Or, elle a lieu au parc dans le chemin de l'aéroport, exactement à l'endroit. C'est un sentier qui est près de l'aéroport. Oui, okay. Donc elle est là. C'est le dimanche, le 28 mai. OK. Alors, pour les gens de Val-d'Or, ce sera facile de savoir c'est où exactement. On parle d'une distance d'environ 5 km. Ça veut dire accessible pas mal à tout le monde à ce moment-là. Oui, puis Val-d'Or, en plus, le trajet est tout sur l'asphalte, donc les gens peuvent... même à Val-d'Or, c'est sur Rouen, c'est des trottoirs, donc les chaises roulantes peuvent être accessibles, donc les personnes viennent. Et pour participer à la marche, on peut aller sur le site rhin.ca et on peut s'inscrire à la marche directement sur le site Internet. Directement là, sur le site. En s'inscrivant sur rhin.ca, vous choisissez la ville, qui est soit Val-d'Or ou Rouen, puis vous pouvez cliquer puis faire un don en ligne. Ou vous vous inscrivez comme équipe, puis vous pouvez former des équipes pour ramasser de l'argent pour la Fondation. Peut-être une question comme ça, M. Lemieux. On parle de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or. Mais est-ce qu'il y aurait une possibilité dans le futur de venir aussi, peut-être en Abitibi-Ouest, d'aller dans la région d'Amos, au Témiscamingue? Absolument. Les marches peuvent se faire partout. Au Québec, il y en a dans presque beaucoup de villes au Québec actuellement. Il y en a de ces marches-là les mêmes journées. Ici, à Abitibi-Ouest, on a beaucoup le porte-à-porte qui est très, très efficace pour la Fondation canadienne du Rhin. Donc, on n'a pas investi une deuxième activité, mais il pourrait très bien y avoir une marche quand même qui se fasse dans les villes, à part le porte-à-porte. Oui, exactement. Mais on sollicite déjà les gens, donc on essaie d'être équitable là, pour les villes. Parce qu'on parle de 2 marches pour Val-d'Or et puis, mon Dieu, Rouyn-Noranda. Excusez-moi, Val-d'or et Rouyn-Noranda, c'est ça. Bon, excusez-moi, j'étais mêlé dans mes notes. J'en ai trop, tout simplement. Alors, on parle de ces 2 marches, puis on parle aussi du porte-à-porte qui se fait surtout aussi en Abitibi-Ouest. Ouais. Alors, ces 2 marches-là et le porte-à-porte, c'est important pour la Fondation. Oui, parce qu'en même temps, nous, on est là, la Fondation, en fait, c'est pour aider les gens qui ont atteint l'insuffisance rénale. Donc, on a beaucoup de personnes au Québec. De plus en plus de personnes ont des problèmes de santé rénale. On fait des kiosques de santé rénale aussi pour détecter aux gens est-ce que vous êtes à risque d'un problème rénal futur. Donc, on surveille la pression artérielle, on surveille le taux de glycémie dans le sang des patients. On leur dit si vous êtes des pressions trop élevées puis votre taux de sucre est trop élevé, bien, vous êtes déjà à risque d'une insuffisance rénale future. Donc, il faut que les gens commencent à changer leur habitude de vie. Donc, à la Fondation, il existe de la publicité, il existe plein d'informations qu'on peut aller chercher pour essayer d'améliorer ça si on a déjà une atteinte de notre système. Donc, il y a des régimes de nutrition, ils ont des cahiers sur aider les gens. Et on a un service aux patients parce que vous connaissez, la Fondation du Rhin travaille beaucoup aux gens en dialyse.
Donc, c'est notre grosse clientèle à nous qu'on doit aider. Exactement. Et l'argent qu'on ramasse, bien, ça va au service à la clientèle. Donc, ces patients-là qui sont en dialyse à tous les 2 jours et ont besoin souvent de suppléments ou d'aides ou pour des aides soit à la marche, des aides pour le confort et des fois des besoins d'argent pour aller à des examens, peu importe à l'extérieur. Donc, cet argent-là va les aider à passer au travers puis supporter aussi le coût financier de la maladie. L'importance de participer activement. Ouais. Moi, je vais vous poser une question, là, et peut-être, je dirais pas niaiseuse, parce qu'il n'y a pas de question niaiseuse, sauf que je vais vous poser cette question-là. Une personne a mal au rein, physiquement. Tu sais, là, il se lève le matin, puis elle est raquée, comme on dit, excusez l'expression, mais elle a mal au rein. Ce n'est pas comme ça. Elle ne peut pas se dire, moi, là, je vais avoir des problèmes de rein, moi, là. Ce n'est pas ça, là. Non. Ben, la question est quand même posable, là. Oui, bien, les gens, ils peuvent penser, mais on sait que quand on a mal au rein, c'est une douleur lombaire. Donc, c'est plus lombaire, tandis que la maladie rénale, elle est sournoise. Elle n'apparaîtra pas en douleur. C'est le système qui va être affaissé, on va se sentir plus fatigué, on urine beaucoup moins, les reins fonctionnant moins bien, bien, on a la reine générale qui baisse. C'est là qu'on découvre souvent chez les gens les problèmes de Et c'est détecté, comme vous me le disiez tantôt, par la pression. La pression artérielle, oui. Artérielle aussi, prise de sang. Prise de sang, c'est qu'on pourrait vérifier le taux de cholestérol aussi, mais la glycémie est aussi un taux. Si jamais votre taux de sucre monte, bien, ça veut dire que vos reins fonctionnent moins bien, ils filtrent moins bien. Donc, il y a une atteinte au niveau des reins. Filtre, là. Oui, le rein, c'est notre filtre de tout. C'est le filtre comme dans votre auto, là, pour l'huile. Si tu ne changes pas, bien, exactement. Ça bloque. C'est sûr, M. Lemieux, qu'on ne parlera jamais assez de l'importance du don d'organes. En région, 9 personnes en attente, et puis l'an passé, 2 personnes qui ont été greffées. Est-ce que ce sont des chiffres qui vous inquiètent? Bien, c'est inquiétant parce qu'on a toujours des gens chaque année qui se rajoutent sur la liste d'attente. Malheureusement, des gens qui doivent s'inscrire sur la liste parce que leur état de santé fait en sorte qu'ils ne peuvent pas avoir le choix. S'ils veulent survivre, ça leur prend un organe pour survivre à ça. Au niveau des reins, c'est sûr que l'on a de la dialyse qui veut nous maintenir en vie un bon nombre d'années. Mais dès qu'on reçoit le rein, bien, on s'aperçoit que là, on est en pleine santé, on reprend la vie, on reprend le travail, on reprend les activités. Donc, on redevient des gens autonomes. Et on a aussi le facteur qu'on peut donner un rein de notre vivant aussi à une personne de notre famille, notre entourage, où ça pourrait être non apparenté nous aussi. Donc, un nouveau système au Québec où si moi je décide de donner un rein à quelqu'un, je pourrais le faire en m'inscrivant sur une liste de registre de donneurs de rénal. Et le notaire aussi. Le notaire et la Régie d'assurance maladie, elle va vérifier si tu as le goût d'être donneur ou pas. OK. Donc, c'est un registre de dons d'organes qui est différent. OK. Parce que moi, je peux m'inscrire comme je veux donner mon organe, je m'inscris, je vais voir mon notaire pendant que je fais mon testament et il va me le demander. Est-ce que êtes-vous en faveur du don d'organes? On leur dit oui, fait qu'il nous fait signer un formulaire. Il existe un registre au Québec où on a accès, nous, le personnel infirmier, pour aller consulter ce registre-là. Et ça nous aide surtout aux familles parce que le gros des problèmes du don d'organes, c'est le refus des familles. C'est ça ici que j'avais comme note, là, M. Lemieux, là, l'importance d'en parler à sa famille. C'est ça. C'est sûr que c'est pas facile, là. Non, c'est pas une condition certain. Qui est plaisante. Puis, il y a peut-être des tabous encore qui existent. Ah ben, si tu penses qu'ils vont coupailler mon épouse, un coup comme tu sais, on peut en mettre, là, beaucoup. Ouais, mais combien on peut sauver de personnes avec un don? Vous savez qu'un jeune donneur, il peut sauver jusqu'à 8 personnes. Donc, il peut donner la vie à 8 autres personnes par ses organes vitaux. Puis quand on parle des tissus, bien, c'est encore une autre quantité d'organes qui pourrait être, on appelle des tissus, mais ça peut rendre les gens aveugles. On peut redonner la vue par la greffe de cornée. On peut aider les grands brûlés par des greffes de peau. On peut donner des os pour la greffe d'os. Donc, il y a plein de choses qui se rajoutent aussi au don d'organes qui fait en sorte que tous ces tissus-là peuvent améliorer la qualité de vie de certaines personnes. Parce qu'on en parlait justement ici, un petit groupe, là, avant d'entrer en ondes, qu'on disait qu'une personne, là, on va parler d'une personne féminine ou masculine, peu importe, en parfaite condition physique, là, tu sais, une trentaine d'années, là, puis meurt subitement. Un accident, tiens.
ça peut arriver, malheureusement, mais combien d'organes on pourrait prélever sur une personne comme ça et sauver des vies? C'est inimaginable. Puis il y a un travail aussi qu'il faut travailler, c'est au niveau des hôpitaux aussi, parce qu'il faut qu'on les reconnaisse, ces gens-là. Il faut que quand on arrive un patient dans un état critique dans nos soins intensifs ou à nos urgences, bien, il faut penser, est-ce qu'il pourrait, si jamais on n'est pas capable de le sauver ou de réchapper parce que la lésion cérébrale est tellement importante, ça, oui, on va s'assurer qu'on ne va pas arrêter les traitements parce qu'il n'y a plus rien à faire. Si on pense au don d'organes, ben là, on va dire, on vient de sauver 8 autres personnes. Donc, je pense que ça, c'est primordial. Puis c'est un travail que nous, comme responsable au don d'organes, je dois faire aussi dans mon travail, de sensibiliser notre personnel. À ce moment-là, M. Lemieux, si les personnes signaient leur carte de don d'organes et puis tout ce que ça comporte, votre travail à vous en serait beaucoup facilité à ce moment-là? Bien, il y a une grosse partie qui serait plus facile parce que, sans vouloir convaincre les gens, c'est que quand on va leur en parler, ils vont déjà être au courant, ils vont déjà le savoir, puis ils n'hésiteront pas à savoir si on l'accepte ou pas. Fait que c'est ça qui est difficile parce qu'aujourd'hui, les gens, ils disent, bien, peut-être qu'il n'a pas signé, peut-être qu'il ne voulait pas. Il a peut-être signé parce qu'il signe en arrière de toutes ses cartes. Donc, c'est pas une raison non plus. Fait qu'on dit, bien, il faut en avoir parlé à notre famille. Il faut absolument que les gens soient au courant que si jamais un jour ça arriverait, bien, de ne pas être à l'encontre de ça. Puis nous, quand on rencontre ces familles-là, puis que la personne a dit oui, puis elle l'avait déjà annoncé, bien, c'est tellement facile pour eux autres, puis ça les aide à passer au travers du deuil aussi. Parce que vivre un deuil de ton enfant ou de ta conjointe de 32 ans qui a un accident de la route demain matin, c'est quelque chose. Mais quand tu dis, j'ai donné, au moins ces organes ont été donnés, ont été sauvés d'autres vies, bien, ça l'aide beaucoup au cheminement du deuil pour la personne. Exactement. Et ça, c'est un beau travail qui est intéressant pour nous autres. Puis accompagner nos familles, on va le faire pareil, même dans un contexte qui n'est pas nécessairement au don ou pas. Monsieur Lemieux, c'est une question que je vous ai déjà posée. Puis je vous la repose parce qu'elle est très importante, à mon point de vue, entre les cas. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour faire un don d'organes parce que des fois, les gens peuvent se dire, bien, étant, mettons, à 20, 25, 30, 40 ans, OK, mais on se rapporte, mettons, là, un septuagénaire ou octogénaire, peu importe. C'est peut-être que ces personnes-là peuvent se dire, oh ben moi, si tu penses que je m'en vais signer ma carte, je suis rendu à 80 ans, qu'est-ce que tu veux qu'ils viennent chercher, moi, là, tu sais? Mais il doit répondre des quoi à ces personnes? Mais nous, on répond, si vous êtes en bonne santé, puis qu'il y a une partie de vos organes qui sont encore transplantables, on peut aller au don d'organes. Notre plus vieux donneur au Québec, il avait 88 ans. Et mon Dieu! Puis on a prélevé le foie. On a prélevé à 85 ans des poumons. Donc, il n'y a pas d'âge limite. Maintenant, ça dépend de l'état de santé de la personne au moment où elle est dans nos lits. Parce que des gens qui sont en bonne santé, à 80 ans, ils vont faire leur épicerie, ils font leur commission, ils font les marches à tous les jours. Donc, ces gens-là, il ne faut pas les refuser si jamais ils deviennent donneurs. Parce que c'est une perte, là, parce qu'il y a quelqu'un de 50 ans qui attend peut-être après des reins ou un foie pour survivre. Alors, si cette famille-là est d'accord et consentante, bien, au moins, elle va revivre encore dans quelqu'un d'autre pendant quelques années encore. Donc, quand on parle, mettons, d'un foie, bon, le foie d'une personne de 75 ans, disons, versus le foie d'une personne de 35 ans, est-ce que la greffe va être la même dans le sens que le foie d'une personne de 75 ans, excusez l'expression, mais il peut être magané un peu, là, parce qu'il y en a filtré, là, lui, là. Oui, mais un foie, c'est un organe qui se régénère à tous les jours. OK. Donc, il est toujours régénéré. Fait que, il est toujours, si on l'hydrate bien et qu'on en prend soin, bien, il va toujours être bon. Il peut aussi bon qu'un foie de 55 ans. OK. Donc, c'est très, très aléatoire. Donc, c'est nous, quand on prélève, les chirurgiens transplanteurs voient l'organe et disent « Ah, il est super, on peut le retransplanter, on va le faire. Okay. » Donc, c'est comme ça que ça se décide. Parce que on peut avoir un donneur qu'on pense qu'on va tout donner, puis finalement, il y a plein de choses qui vont arriver qui vont faire que ça ne marchera pas. Okay. Et ça fait que faut surveiller ça. Je pense que le plus important, et vous en conviendrez, M. Lemieux, c'est d'en parler. D'en parler avec ses proches, d'en parler avec sa famille, d'en parler avec son épouse ou son époux, puis dire, ben regarde, moi, là, je ne vais pas hésiter une seconde, là, c'est dis oui tout de suite, puis on y va. Ouais, c'est le côté qui est plus facile, autant pour le personnel médical que pour la famille, et c'est ce qu'on cherche à avoir le plus possible. On a des statistiques qui nous disent que 90% sont d'accord, mais il y en a une personne sur 9 qui finit par dire oui. Donc, ça, on était un petit peu à deux couteaux, là. Fait que
Parce qu'on essaie d'améliorer ça en faisant de la sensibilisation et en disant aux gens, bien, peu importe l'âge que vous avez, vous pourriez un jour peut-être être devenir donneur ou un jour vous avez besoin peut-être vous-même d'un organe. Donc, est-ce que, tu sais, les deux côtés de la médaille est là aussi? Là? Vous étant une personne ressource dans ça, on se parle là, on est en 2017. Est-ce que vous êtes satisfait de la signature des gens pour les dons d'organes ou si dans votre fort intérieur, vous vous dites, ça pourrait être bien plus que ça? Non, on est content parce que à chaque année, il y a une augmentation. Il y a une augmentation de gens qui signent. Oui, on le voit avec le registre d'assurance maladie du Québec. Quand on reçoit un renouvellement de carte maladie, oui, exactement. Maintenant, on a le formulaire à l'intérieur et on peut s'inscrire, on l'envoie directement là-bas. Et là, on est inscrit. Puis là, le nombre augmente. Je n'ai pas les chiffres, mais on est plus d'1 million là, qui sont inscrits à ça, là, ce registre-là. Okay. Et les notaires, c'est la même chose. Depuis qu'ils ont commencé ça, il y en a un paquet de gens qui sont inscrits là-dessus. Et c'est des documents que nous, on a accès. Quand la famille hésite un peu, n'est pas certaine si elle voulait, bien, on peut leur montrer la photocopie de ce formulaire-là du notaire avec la famille dire ah ben c'est ses dernières volontés. On va respecter ses dernières volontés. Donc, ça l'aide aussi. Exactement. Parce qu'ici, j'avais une note qu'il y a 1000 personnes par année qui reçoivent un diagnostic d'insuffisance rénale. Effectivement. C'est énorme. Donc, en terminant, M. Lemieux, on va parler à nouveau de ces deux marches-là. Alors, c'est ça, les gens qui veulent s'inscrire, il n'y a pas de problème. Les marches vont être présentes en Abitibi. C'est à la grandeur du Québec, vous allez le voir quand vous allez voir sur le site. Donc, on parle de la marche du Rhin pour justement sensibiliser les gens aux dons d'organes et amasser des fonds aussi pour la recherche et le service aux patients de notre région et du Québec. Alors, on parle du 27 de mai pour Rouyn-Noranda. Oui. On parle du 28 de mai pour Val-d'Or. Et ces deux marches-là sont d'une importance capitale pour la Fondation. Ça, on ne le dira jamais assez. Oui. Monsieur Lemieux, merci infiniment. Puis, vous faites un travail gigantesque et puis on vous en félicite. Et puis, on ne le dira jamais assez aux gens de signer leur carte de don d'organes. Alors, Monsieur Lemieux, merci beaucoup. Bonne marche les 27 et 28 mai prochains et vous aurez toujours une place ici à mon émission. Ça me fait plaisir. Merci encore de votre invitation. Ça me fait plaisir, Monsieur Lemieux. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Non, pardon, on passe une courte pause, excusez. Une courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Relais pour la vie revient encore cette année, mais avec une formule différente. Alors, pour nous en parler, je reçois le président du comité, M. Daniel Rancourt. M. Rancourt, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. M. Rancourt, on sait, Relais pour la vie, on n'en parlera jamais assez. Cette fameuse cause à laquelle on tient beaucoup à cœur, le fameux cancer, c'est en progression et non pas en diminution, malheureusement. Alors, il faut... mais là, oui, il faut abrier un peu. En tout cas, de toute façon, ce que je voulais dire d'entrée de jeu, c'est que Relais pour la vie versus cancer, c'est primordial. Voilà. C'est un lien direct. C'est un lien direct. Alors, dans mon intro, M. Rancourt, je disais que Relais pour la vie revient, mais sous une nouvelle formule. On parle de relais intergénérationnel. Alors, je vous laisse nous expliquer ce que c'est. Donc, dans un premier temps, Relais pour la vie, on sait, si on fait un petit peu d'historique, là, on sait que le processus du Relais pour la vie, c'était un 7 à 7. Voilà, 7 heures, c'est ça, exactement. On commençait à 7 heures le soir, pardon, ça allait jusqu'à 7 heures du matin. Jusqu'à 7 heures du matin. Et personnellement, moi, je trouvais ça gros. Pas juste pour vous, c'est pour nous autres aussi. Oui. Et je prends l'exemple concret parce qu'à un moment donné, il faut se regarder des choses. Oui. Là. Oui. Et exemple, l'année passée, à 3h30 du matin, j'ai pris un papier et j'ai compté le nombre de personnes qui marchaient. On était 7. Oh mon Dieu. Okay? À 10 heures le soir, on est peut-être une centaine. Là. Oui, parce que moi, j'y vais souvent au départ, puis tout ça. Puis le rond est plein, comme on dit. Là, il y a beaucoup de monde. C'est plein de luminaires tout le tour, etc. Oui. Sauf que on se rend compte, puis ça, c'est pas juste en Abitibi-Ouest qu'on remarque ça. C'est à la grandeur de la région, à la grandeur de la province et à la grandeur du Canada aussi. Okay. On vit toute la même situation que
toutes les bonnes causes, à un moment donné, on a une progression, il y a un pic, là, puis découvre, voilà. on recommence à descendre. Et, voilà. Et on vivait ça aussi, nous autres, l'an passé. Et là, on s'est dit, comment on pourrait faire pour faire ça autrement? Puis il faut penser que dans l'historique, vous savez, l'histoire, c'est bien important. Oui. Dans l'historique, le processus de 7 à 7, c'est un procédé qui a été développé aux États-Unis, puis que la société a acheté des droits d'utilisation et pour procéder de cette manière-là. Mais nous, on trouvait que c'était un peu complexe parce que c'est 10 heures du matin, même si le cancer dort jamais, là, il n'en reste pas moins que pour ceux qui ne l'ont pas ou ceux qui sont en rémission, c'est peut-être intéressant d'aller dormir de temps en temps. Et je suis d'accord avec vous. Et c'est là qu'on a pensé de quelle manière on pourrait faire ça autrement. Et vous savez, M. Lacasse, il y a 3 ans, on avait vécu une expérience très, très, très particulière dans notre secteur ici, avec l'implication à une direction d'école qui avait eu des problématiques de santé. Et justement, elle était à Macamic, cette personne-là. Et il y avait eu une montée de sympathie. Et la Sûreté du Québec était là-dedans, les pompiers étaient là-dedans. Il y a un paquet de monde qui ont travaillé là-dessus. Et ça a donné des résultats vraiment fabuleux. Et on s'est dit, y aurait-il du pouce à faire avec cette idée-là? Initialement, il faut dire que les personnes de la société n'étaient pas trop joyeuses qu'il arrive des guélurons dans la gang qui disent « il faudrait modifier les affaires ». Ils sentaient bien qu'il fallait faire des choses, mais de là à dire « on prend le taureau par les cornes puis on fait quelque chose », c'est une autre histoire. C'est ça, exactement. Et après discussion, on a dit « pourquoi qu'on n'irait pas vers un relais pour la vie intergénérationnelle ?» On sait que c'est notre jeunesse qui va prendre notre place tantôt. C'est en plein, ça. Donc, il faut sensibiliser eux aussi au même titre que le parent et le grand-parent. Voilà. Donc, on a dit, si on ferait un relais intergénérationnel, d'où on aurait des activités de prévues pour les jeunes. Les jeunes sont où? Ils sont à l'école. Donc, s'organiser pour qu'il se passe des choses à l'école. Exactement. Et ensuite, qu'il y en a quelques-uns qui viennent rejoindre les adultes pour la partie soirée. Et on ferait un 11 à 11. Voilà. Donc, le principe de 12 heures est respecté, sauf que ce n'est pas la nuit. Voilà. Ce qui est très important. Voilà. Aussi. Donc, ça permet à nos jeunes de participer. Ça nous permet aussi aux parents qui ont des jeunes de participer parce qu'ils ne se coucheront pas trop tard. Voilà. C'est très bien pensé, très bien pensé. Alors, cette marche-là, elle se fait quand? Ça va être le 26 mai, vendredi le 26 mai, qui va se passer à la même place. Puis là, il faut penser que dans le programme de nos activités, de 11h à 3h, 3h30, ça va se passer dans les écoles. Dans l'école. Alors, d'où les écoles participantes. Est-ce que combien d'écoles vont participer? C'est ouvert? C'est ouvert. Chaque école a la liberté de faire ce qu'il veut. Moi, j'y vais ou j'y vais pas. Voilà. Ou je peux y aller pendant une demi-heure. On va faire le tour de l'école en marchant, en symbolique à la marche Relais pour la vie. Ça peut être une classe, ça peut être 2 classes, c'est laissé entièrement à la responsabilité de l'école. On avait l'ouverture de la marche qui se faisait habituellement avec les cadets. Oui. Cette année, il y a un petit changement. Il y a un petit changement. Les cadets, ils sont pognés avec une organisation à Rouen. Donc là, j'ai contacté les Chevaliers de Colomb. Et les Chevaliers de Colomb sont empressés de dire oui, on est bien d'accord de participer. Fait que la partie, je dirais, solennelle, tu sais, la partie officielle, solennelle, c'est les Chevaliers de Colomb qui vont les faire, costumés. Fait qu'ils vont faire le premier tour de piste avec on les appelle maintenant les marchands d'espoir. Donc, c'est nos survivants. Donc, c'est nos porteurs d'espoir. C'est les premiers tours avec... Ça va être eux autres qui vont faire le tour. Il y a une chose, M. Rancourt, et vous serez d'accord avec moi, j'en suis persuadé. Moi, j'y vais souvent à l'ouverture. Puis, à chaque année, je regarde des visages, puis je dis « Ah non, il est en réémission. Ah non, elle est en réémission. On ne le savait pas. Puis, il y a des visages connus que nous connaissons bien. De notre coin, là. De notre coin, qu'on regarde. Ah oui, elle est en réémission, je ne savais pas.
ce fichu cancer là, fait des ravages, puis c'est avec des participations comme ça. On donne espoir. Voilà. Ça, L'objectif, c'est ça. La marche pour la vie, c'est un message d'espoir qu'on veut donner. Oui, exactement. C'est un message de dire on est capable de gagner. Puis c'est ça peut-être, quand tu dis tantôt, c'est dramatique, c'est pas drôle. C'est vrai que c'est pas drôle pour ceux qui sont atteints. Oui. Par contre, on sait que s'il y a 60 ans, le cancer du sein emportait 90 des gens. Aujourd'hui, 85 des femmes. Et la prostate, c'est la même chose. La même affaire. Aussi, avant ça, on en mourait. Aujourd'hui, on s'en sort presque à 90 Voilà. Le 10 c'est trop. Oui, c'est toujours trop. Même 1 serait trop. Sauf qu'au moins, avec la recherche, puis avec le travail qui se fait, on est capable de s'en sortir mieux. Monsieur Rancourt, mais le concept reste le même. Donc, les fameux luminaires sont encore là. Reste la même chose. Oui, ça reste la même chose. Okay. Donc, le seul élément nouveau, c'est l'avènement de 11 h le matin à 3h30 le soir. Avec les écoles avec nos jeunes qui participent. C'est ça. Et après, si on fait les événements, à partir de 3h, 3h30, il y a des classes qui vont venir se rejoindre à la polyvalente, où va se dérouler la marche, et ils vont continuer une partie, un petit séjour de marche, en attendant que nos survivants arrivent. Le président d'honneur? C'est M. Gilbert Barrette. OK. Donc, on sait que M. Gilbert Barrette, cette année, est touché, lui aussi, par une situation comme celle-là. Voilà. Donc, je suis bien content qu'il s'est impliqué, lui aussi, dans cette opération-là. Donc, c'est une figure connue dans notre coin. Voilà. Puis, je pense qu'on est capable de faire, dans notre coin, des choses intéressantes. On en a toujours été capable. On va continuer à l'être, M. Rancourt. Donc, on répète, c'est le 26 mai, avec un relais pour la vie intergénérationnelle. La grosse différence, c'est de 11 h le matin à 23 h, 11 h le soir, et non pas de 7 h à 7 h. Voilà. Ça, c'est un changement qui est majeur, mais qui se devait d'être fait, je crois. Puis là, les gens qui veulent, on peut toujours faire des dons. On peut monter des équipes. On peut faire la même chose qu'on faisait avant. La particularité cette année, c'est que si dans certaines écoles, ils veulent monter des équipes, ils peuvent monter des équipes et venir nous rejoindre, les adultes, la soirée. Voilà, exactement. Monsieur Rancourt, merci infiniment. Et puis, on vous souhaite tout le succès possible avec cette marche relais pour la vie le 26 de mai prochain, avec les écoles, les participantes. C'est nouveau cette année. Et c'est de 11 h le matin à 23 h, 11 h le soir. L'ouverture de la marche se fera cette année par les Chevaliers de Colomb, parce que c'était par les cadets. À 19 h. À 19 h. Alors, on remercie les Chevaliers de Colomb d'avance qui seront présents. Alors, et le président d'honneur, M. Gilbert Barrette. Et vous êtes le président du comité. Monsieur Rancourt, merci de votre présence et bon succès. Et on invite les gens au relais pour la vie le 26 de mai. Merci bien. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.